99.5 Montréal. Maintenant, je vais vous amener vers un exercice qui sera pas facile pour tout le monde. C'est un exercice de sortir de nos réactions épidermiques, de nos réactions, nos réflexes gastriques lorsqu'on entend parler de l'administration Trump, des politiques de Trump ou de Donald Trump lui-même. Je sais que c'est facile de tomber dans la réaction, dans l'émotivité lorsqu'on parle de lui, mais je vais vous demander là, d'embarquer avec nous dans cette aventure où on va essayer de comprendre comment il réfléchit. On va essayer de se mettre dans sa tête. On va essayer de voir ses stratégies à lui. Parce que comment voulez-vous qu'on s'organise, qu'on réagisse de façon logique, rationnelle, responsable, intelligente même, face à quelqu'un dont on ne comprend pas les motivations, dont on ne comprend pas sa façon de raisonner. Alors, je vous invite dans cette petite aventure avec Philippe Labrec, l'auteur et journaliste indépendant qui est intéressé par la géopolitique et qui écrit des textes fort intéressants dans le magazine Les Affaires en stratégie, en conflits internationaux. Bonsoir, Monsieur Labrec. Bonsoir. Donc, amenez-nous dans cette aventure-là, derrière ce langage provocateur puis les messages assassins là, de Donald Trump, il y a quand même, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de stratégie, c'est un fou. Ben, ça, c'est un raisonnement très court, là. Donc, allons dans le raisonnement un peu plus complexe. Essayons de comprendre comment il interprète le monde. Qu'est-ce qui le motive à agir de la façon qu'on connaît de lui? Oui, mon texte de ce mois-ci dans les affaires était une continuation du dernier qui parlait du renversement de l'ordre mondial économique que je qualifiais là, en un mot de mondialisation heureuse qui prenait fin, qui menait à un monde, là, et je résume ici, là, mais mercantiliste. Oui. Et là, je me posais la question, du point de vue de l'administration Trump, si on en vient à la conclusion, du moins ma conclusion, que Trump réagit et son administration réagissent au changement de l'ordre mondial, donc il doit bien sûr, en gros, adopter une certaine stratégie, une voie à suivre, une façon de penser pour non seulement s'adapter, mais potentiellement aussi dominer, j'ai envie de dire, l'époque qui vient. Donc, dans cet article, je me suis posé la question, quelle serait la grande stratégie et pourquoi grande? Parce qu'on parle de l'utilisation de tous les outils à sa disposition. Donc, économique, bien sûr, diplomatique également, militaire et, en termes de relations nationales, également économique, je devrais dire. Ce qui inclut, bien sûr, les tarifs jusqu'à l'utilisation de l'armée américaine et des menaces diplomatiques, comme on les a vues là, envers le Canada notamment. Et donc, ça reste, c'est un peu de la spéculation dans le sens où on fait un jeu de rôle. On se met dans les souliers de Donald Trump, on regarde ce qu'il a fait jusqu'à maintenant et on se pose la question, quels sont les objectifs de cette grande stratégie? Mm-hmm. Et c'est de là que je suis parti pour me poser la question, comment donner un sens aux actions qui semblent parfois incohérentes de Trump et surtout aller au-delà du style un peu des fois irritant de Trump pour amener à la grande stratégie trumpienne pour dominer le 21e siècle. Oui. Est-ce qu'on peut parler justement d'une grande stratégie cohérente avec Trump ou s'agit plutôt d'un instinct politique réactif? Vous écrivez là, que Trump est le résultat, vous le dites aussi, là, d'un basculement de l'ordre mondial, mais qu'est-ce que ça change dans la manière d'interpréter ses politiques? Je crois que Trump est impulsif. Je crois que le style ici est pas anodin. Ceci dit, je crois qu'il y a une grande stratégie ou une grande direction là, au sein de l'administration Trump. La première, en gros, je dirais que l'axe principal de tout ça, c'est la Chine. En fait, ils en sont venus à la conclusion, et c'est la bonne, à mon avis, et je crois que même Obama, à l'époque, là, avant même la première présidence Trump, avait entamé ce grand chantier, si on veut dire, pour adapter les États-Unis au 21e siècle dans ce qui semble être une confrontation inévitable entre la Chine et les États-Unis, les deux grandes puissances économiques du monde. Oui. Et donc, dans cet axe, on comprend par exemple, les menaces envers le Canada là, pour annexer le Canada. On comprend l'intention de vouloir aussi acheter le Groenland. On comprend aussi l'intention de vouloir reprendre le canal de Panama. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut transformer l'Amérique du Nord, à mon avis, en espèce de bloc continental qui, au final, prendrait que les États-Unis... avec ou sans l'annexion du Canada, par exemple, ça pourrait être simplement grâce à certains accords qui seraient obtenus par la menace des tarifs, notamment, obtiendrait le contrôle du passage nord-ouest. Et en plus, on ajoute
l'achat du Groenland, ça donnerait une puissance territoriale américaine dans le Grand Nord. On ajoute l'Alaska, tout ça. Là, les Américains seraient positionnés idéalement pour contrôler le passage du Nord-Ouest. En plus, bien sûr, s'ils reprennent le contrôle du canal de Panama, là, ce qui est loin d'être fait pour l'instant, ils contrôleraient les deux grands passages stratégiques au point de vue des routes commerciales maritimes qui traversent le continent américain du nord au sud. Parce que, bien sûr, c'est très difficile de passer au sud de l'Argentine. Là. Oui. La voie est à peu près pas navigable. Donc, c'est les deux grands axes qui sont stratégiques au point de vue commerce maritime. Okay. Et on ajoute à ça la menace des tarifs envers le Mexique et les États-Unis. Notamment pour l'instant, ça pourrait s'étendre à d'autres pays en Amérique centrale et peut-être même en Amérique du Sud. À mon avis, tôt ou tard, Trump va monnayer ou tenter d'échanger, si on veut dire, conclure une entente avec le Canada et le Mexique en disant « Je vais réduire ou éliminer certains tarifs dans certains secteurs qui vous sont stratégiques et en échange, vous allez ajouter vous-même des tarifs cinglants, j'ai envie de dire, sur les exportations chinoises vers votre pays, donc vos importations en provenance de la Chine. » Et donc, on voit là que soudainement, le continent américain retombe, j'ai envie de dire, ou redevient j'allais dire un protectorat américain, c'est peut-être pas le mot, mais... un bloc nord-américain pour contrer la Chine, un bloc tarifaire continental, finalement. Exactement, une espèce de renaissance de la doctrine Monroe qui disait que les États-Unis, leur sphère d'influence était toutes les Amériques et personne ne devait s'en mêler. Et donc, je crois que, pour ce qui est de l'Amérique du Nord et du Sud, d'ailleurs, la grande stratégie américaine, c'est ça en un mot. Là. Je discutais avec des gens justement hier de ces stratégies à Donald Trump et les gens me disaient, on parlait des grandes puissances mondiales, puis finalement, la Chine et les États-Unis, tous deux ont des objectifs impérialistes économiques mondiaux et ces objectifs impérialistes économiques mondiaux s'affrontent, sont entrechoqués entre la Chine et les États-Unis. Comment le Canada devrait se positionner là-dedans? Est-ce qu'on devrait aller chercher un allié auprès des Américains? Bon, là, il y en a qui vont dire, voyons, non, c'est rendu nos ennemis, mais il reste que nous aussi, là, au Canada, il faut se positionner à travers cet affrontement impérialiste américain et chinois, là, qui sont carrément, la Chine le fait de façon plus insidieuse, de façon plus discrète, sans s'affirmer, sans éclat, mais il reste que, bon, Donald Trump répond avec plus d'éclaboussures, plus de spectacles. Mais au fond, on se retrouve avec deux adversaires économiques et même militaires, là, parce que les deux ont des puissances militaires. La Chine investit énormément dans son armée et est en train de s'équiper à une vitesse faramineuse. Alors, comment on se positionne au Canada pour être stratégique? C'est une bonne question. Je lis et j'entends beaucoup de gens qui disent que le Canada devrait se réorienter vers l'Europe, et certains disent même vers la Chine. Je crois que c'est des erreurs stratégiques fondamentales. C'est sûr que l'Europe serait plus proche et, plus compatible culturellement, si je peux dire. Mais la Chine n'est pas notre ami, j'ai envie de dire. Ils peuvent bien être un partenaire commercial dans certains paramètres, là, mais il faut comprendre que, comme vous l'avez dit, la Chine est tout autant impérialiste que les États-Unis, peut-être même plus. Donc, ceux qui croient qu'on pourrait exporter en Chine ou se rapprocher de la Chine pour une série de mesures, je crois qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, si je peux dire, dans le sens où ça serait un mal supérieur à celui de négocier avec les Américains. Oui. C'est sûr que, disons, une association quelconque, je ne sais pas exactement quelle forme cette association prendrait avec l'Europe, serait plus logique, à mon avis. Mais je crois que l'Europe elle-même ne va pas se dissocier entièrement des États-Unis non plus, économiquement et militairement, de toute façon. Donc, on resterait dans le giron américain. Oui. Je crois que la stratégie à adopter est, comme je l'ai dit, il va y avoir des concessions à faire, dans le sens où on va devoir accepter certaines demandes américaines ou du moins demander qu'ils mitigent certaines de leurs demandes et y répondre un peu par ce que j'ai dit tantôt, peut-être accepter de prendre une posture pro-américaine et donc anti-chinoise, notamment. Oui. Faut peut-être falloir accepter de perdre un peu de souveraineté, quitte à garder le reste de notre souveraineté dans le Grand Nord, par exemple, en disant, écoutez, oui, on n'a pas les moyens d'empêcher la Chine ou les Russes, d'ailleurs, de s'immiscer dans les affaires du Grand Nord et du passage du Nord-Ouest, donc on va laisser les Américains le faire en partie pour nous. Il y en a qui vont peut-être être choqués par la chose, mais c'est déjà vrai en grande partie. Au point de vue des questions militaires, là, je donnerai un exemple, mais la majorité des... je sais pas si c'était la majorité, mais c'est une partie significative des soldats canadiens qui étaient envoyés en Afghanistan à l'époque le faisaient par des avions américains. C'est les Américains qui venaient nous chercher, qui nous emmenaient jusqu'en Afghanistan. On a toujours été, ou du moins là, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
les deux pays, stratégiquement parlant, ont été imbriqués l'un dans l'autre. La défense canadienne au sein de NORAD, par exemple, est largement assurée par les Américains, même si les Canadiens participent. Donc, c'est sûr que ça serait une petite perte de souveraineté de laisser les Américains, par exemple, comme j'ai dit, assumer une présence dans le Grand Nord pour, encore une fois, sécuriser le passage du Nord-Ouest, ce qui reviendrait à leur dire que c'est à eux, là, un peu. Oui. Mais je pense qu'il y a des concessions à faire en échange d'une relation commerciale, diplomatique et militaire saine, Oui. ou du moins revenir à une entente cordiale, je peux dire, Et avec les États-Unis. Et j'ajouterais dépersonnaliser aussi parce qu'au bout du compte, on n'est pas en train d'organiser notre économie et nos visées militaires, notre secteur de la défense basé sur un individu. Du moins, on le devrait pas. On devrait le faire en fonction du pays voisin qui sera pas constamment dirigé par le même individu, qui aura pas toujours la même orientation. On se rappelle que l'histoire du Canada et des relations avec les États-Unis sont centenaires. Alors, et centenaires. Donc, c'est pas quelques mois de disputes qui devraient finalement nous faire complètement dévier d'une route intelligente et profitable pour le Canada. Vous parlez notamment, là, l'idée là du combat contre la Chine que mènerait Donald Trump, elle est fondée sur différentes données. Notamment, vous parlez là, un des indices qui justifie votre thèse, c'est l'idée de Donald Trump d'avoir imposé des frais portuaires aux navires chinois. Parlez-nous de cet axe très important dans cette analyse. C'est pas encore fait, ça reste hypothétique. Et c'est pas les navires chinois, en fait, c'est pire que ça. C'est les navires fabriqués en Chine. Oui. C'est-à-dire que, je prends un exemple, un bateau grec qui volerait sous pavillon grec, mais fabriqué en Chine, devrait payer un frais portuaire à l'arrivée à des ports américains ou peut-être tout port d'alliés aussi, là, ce qui pourrait, encore une fois, hypothétiquement inclure le Canada. L'objectif, à mon avis, est de scinder le monde en deux, entre pro-Chine et anti-Chine. Je peux dire, ou pro-Chine, pro-États-Unis, là, dépendamment de comment vous voyez les choses. Parce que, bien sûr, tout pays ou toute entreprise de logistique qui a acheté sa flotte en Chine, parce que la Chine, en ce moment, doit être le premier ou deuxième plus grand pays en termes de production, de la fabrication de navires marchands, ce qui a déjà été les États-Unis à une certaine époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, va devoir repenser sa stratégie en entier et, très potentiellement, commencer à acheter des bateaux, des bateaux marchands, je dis bien, fabriqués aux États-Unis, ou du moins ailleurs, dans un pays qui serait allié dans les pays alliés actuels avec les États-Unis, par exemple. Et ce soit pas une déclaration de guerre commerciale quasi ouverte là, si c'est fait envers la Chine, parce que, bien sûr, comme j'ai dit, la conséquence immédiate, c'est qu'il n'y aurait presque plus d'investissement, plus d'achat de la marine marchande Chine, ou du moins ceux qui le feraient s'excluraient du camp américain ou seraient prêts à payer des frais, à la limite exorbitants, lors d'arrivée de ces bateaux-là dans des ports américains ou ports d'alliés potentiellement également. C'est pour ça que ça a une donnée géostratégique massive, mais dont on parle peu jusqu'à maintenant, parce que, encore une fois, c'est pas encore fait, là. C'est pas enacté comme ça. Mais c'est sûr que ça scinde le monde en deux. Ouais. Qu'on commence à dire, c'est pas seulement le pavillon utilisé au sein des bateaux marchands, mais c'est leur fabrication. Donc, c'est une attaque directe envers le secteur manufacturier chinois, notamment en ce qui a trait à la marine marchande. Oui. Il y a aussi la question monétaire et la force du dollar. Est-ce que la volonté de dévaluer le dollar, c'est un angle qui est rarement discuté là, dans le débat public, mais croyez-vous que l'idée de dévaluer le dollar, on devrait anticiper cette avenue, cette possibilité qui serait peut-être visée par Trump? Dans les marchés financiers, je vous dirais, je ne sais pas si c'est un consensus, là, mais presque tout le monde s'attend à ce que Trump mette en place des politiques dans la mesure des pouvoirs qu'il a, bien sûr, là, pour abaisser la valeur du dollar, qui est en ce moment très élevé là, face à presque toutes les devises du monde. Donc, je crois que oui. Hein, la réponse courte est que oui, on devrait s'attendre à ce que le dollar américain baisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous au Canada? C'est que si le dollar canadien devait lui remonter face au dollar américain, ça veut dire que nos exportations deviennent moins alléchantes, moins intéressantes pour les Américains. En plus, si on ajoute des tarifs à ça, ça va rendre la chose encore plus difficile. On en avait parlé là, je crois que c'était il y a 2 semaines. Le Canada va répondre en pensant, en point de vue monétaire, à savoir est-ce qu'on va nous aussi adopter des politiques qui pourraient affaiblir le dollar canadien, sachant que ça va créer une
multilatérale, ce qu'on peut appeler une guerre des monnaies, là, comme on en avait parlé à l'époque. Mais je crois que Trump, c'est trop logique, en fait, pour lui de vouloir abaisser la valeur du dollar américain, le dévaluer. Parce que, comme j'ai dit, avec un dollar ou une devise relativement faible, on favorise ses propres exportations et on défavorise les exportations. C'est exactement l'objectif de Trump, c'est de réindustrialiser les États-Unis en favorisant les exportations et en défavorisant les importations. Ouais. Et la valeur du dollar, tout ça est impossible. En fait, si le dollar reste trop élevé, le dollar américain, bien sûr. Donc, à mon avis, c'est presque inévitable qu'il le fasse. La question est de savoir comment il va le faire, de façon multilatérale, donc avec ses alliés principalement, ce qui serait la version plus diplomatique, si je peux dire. Ce qui veut dire que ça serait grâce à un accord avec plusieurs pays. Et donc, on pourrait dire que donc ça rendrait les relations plus faciles, mais il pourrait le faire de façon unilatérale aussi, ce qui ne serait pas nécessairement apprécié de plusieurs pays, parce que ça veut dire qu'il le ferait seul, probablement contre les intérêts de d'autres, pas probablement, contre les intérêts de plusieurs autres pays, notamment le Canada. Et ça pourrait être conflictuel, donc envenimer les relations déjà... j'ai envie de dire, qui se sont déjà détériorés là, depuis l'arrivée de Trump entre les États-Unis et plusieurs pays, notamment Canada, France et l'Europe notamment. Dans une situation où les grandes puissances s'affrontent comme la Chine et les États-Unis, il y a la Russie aussi qu'il ne faut pas oublier dans ce portrait géopolitique. Le Canada pourrait être forcé de choisir son camp, mais pourrait essayer de rester neutre. C'est ce qu'on me disait là, hier dans la conversation où je poussais un peu dans les recoins du raisonnement mes interlocuteurs et me disaient, à moins qu'on reste neutre, mais parlez-nous justement de cette idée, parce que vous en parlez en conclusion dans votre texte, de cette neutralité qu'on pourrait chercher à conserver ou à adopter. En fait, je crois pas trop à la neutralité. Machiavel disait que ceux qui restent neutres font partie des gains du gagnant. Ce qui veut dire que celui qui va gagner la guerre va nous absorber de toute façon. On n'a pas le choix de choisir un camp. Et je crois que notre camp, que ça nous fasse plaisir ou non en ce moment, reste le camp américain. Ouais. C'est pour ça que je crois que toute espèce de bifurcation vers la Chine ou même l'Europe pour essayer d'éviter les conséquences de notre relation avec les Américains, avec Trump en particulier, sont un peu vaines. Je crois que Napoléon disait que les pays ont la politique de leur géographie. Eh bien, on a la politique de notre géographie, ce qui veut dire qu'on a une seule frontière, qui est la plus grande au monde, frontière terrestre. Et on est collé sur le pôle Nord et le passage nord-ouest qui fait que, grosso modo, tout ça nous porte dans le giron américain, qu'on le veuille ou non. Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas essayer de négocier à partir d'une position de force, ce qui veut dire nous donner des options B, C et D pour pas être, pris à négocier sans carte. Ceci dit, je crois que notre camp a été choisi pour nous. On n'a pas vraiment le choix de rester avec les Américains. Et donc, une fois qu'on en vient à ce constat-là, je pense que les choses se clarifient et on peut concevoir notre propre grande stratégie. Mais je ne crois pas trop à la neutralité. Les Russes ou les Chinois ne respecteront pas notre neutralité. Et les Américains, tôt ou tard, vont nous dire, écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous protéger vous-même contre les Russes et les Chinois, notamment, on va le faire pour vous, mais au prix de votre souveraineté. De toute façon, pour être neutre, il faut être riche, il faut être solide et indépendant financièrement, et c'est pas notre cas. Alors, j'aime bien votre pensée sur on a la politique de notre géographie, il faut en tenir compte aussi. Et j'ajouterais que l'Europe n'est pas un bloc monolithique. Alors, c'est pas vrai que quand on parle d'Europe, l'Union européenne, l'Europe, on le décrit comme une seule entité, alors qu'il y a plusieurs intérêts divergents, certains qui convergent, mais plus d'intérêts divergents au sein de l'Union européenne que d'intérêts convergents. Monsieur Labrecque, c'était un